Affaire David Buck, les textos qui condamnent ou qui disculpent, il est 22h10. Ce 23 avril 2025, une adolescente de 14 ans s'engouffre dans une Tesla. Direction les Hollywood Hills. Elle ne sortira plus jamais vivante. 5 mois plus tard, en septembre 2025. Un employé de fourrière découvre son corps ou plutôt ce qu'il en reste découpé, décomposé. Planqué dans le coffre avant du véhicule. Une Tesla enregistrée au nom d'un certain David Anthony Buck. Chanteur, musicien, artiste, David est un homme aux multiples facettes. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'accusé. Il fait face à 3 chefs d'inculpation, meurtre au premier degré, abus sexuel continu sur mineurs de moins de 14 ans, et mutilation de cadavres. La victime Celeste Riva Hernandez, 14 ans, un sourire, des rêves, une famille qu'il aimait, une famille qui, depuis des mois, se bat pour que sa voix soit entendue. Mais ce que nous avons appris cette semaine, dans cette salle d'audience, pourrait tout changer, parce que ce procès, que l'on croyait évident, est en train de se fissurer. Et ce qui s'y joue, c'est bien plus qu'un simple verdict. Le contexte judiciaire, nous venons de boucler l'audience préliminaire de David. Pendant plusieurs jours, le tribunal a dû déterminer une seule chose: les preuves sont-elles suffisantes pour envoyer cet homme devant la cour d'assises, aux États-Unis. Une audience préliminaire est une étape cruciale. Le juge ne décide pas de la culpabilité, il décide simplement s'il y a une cause suffisante pour que le procès ait lieu. Un seuil très bas. Comme le rappellera plus tard la juge, il s'agit de répondre à une question: y a-t-il assez de fumée pour suspecter un feu? Et dans ce dossier, la fumée, elle est épaisse, parce que les preuves, elles, sont bien réelles, des milliers de textos, des vidéos, des images, des relevés de localisation. Et bien sûr, le corps de Celeste, mais c'est là que ça devient intéressant, parce que la défense a décidé de jouer une carte que personne n'attendait, une carte qui pourrait transformer ce procès en véritable combat de boxe judiciaire. Les messages, la même preuve de lecture pour comprendre ce dossier. Il faut parler des textos, et croyez-moi, il y en a des milliers. L'accusation, menée par la procureure Beth Silverman, a fait défiler les messages un par un. Elle a montré au tribunal les échanges entre David et Celeste, les rendez-vous, les disputes, les déclarations d'amour, mais aussi les tensions. Elle a insisté sur un point: David savait que Celeste était mineure. Il l'a rencontrée alors qu'elle n'avait que 12 ans. À 13 ans, il avait déjà une relation sexuelle avec elle. À 14 ans, il lui envoyait des messages pour qu'elle vienne le rejoindre, seul à seul, dans sa maison des Hollywood Hills. L'accusation le dit clairement: David a attiré Celeste dans un piège. Il a commandé un bébé, il a fait le guet, il l'a tué, et pour se débarrasser du corps, il a entrepris ce que le procureur qualifiera plus tard de mutilation barbare. Mais la défense voit les choses très différemment. Lors du contre-interrogatoire, l'avocate Blair Buck a demandé à lire d'autres messages, des messages que l'accusation avait laissés de côté. Et là, c'est une toute autre histoire qui émerge. Dans ces textos, Celeste menace David. Elle lui dit qu'elle va ruiner sa carrière. Elle menace de contacter sa mère, ses associés, son équipe de management. Elle l'accuse de la tromper avec une autre femme, une influenceuse du nom d'Asia Collins. Elle le harcèle, elle le pousse à la voir. Elle exige une rencontre. David, lui, répond qu'il est occupé, qu'il prépare un voyage à Singapour, que ses parents sont en visite. Mais elle insiste, elle le menace encore. Et finalement, il cède, il commande à LB. Elle arrive à 22h10. Voilà ce que la défense veut faire entendre. OJ, Celeste n'était pas une victime passive. Elle était en colère. Elle était menaçante. Et David avait peur d'elle. La stratégie de défense, légitime défense? C'est à ce moment-là que le tribunal a compris où la défense voulait en venir. Légitime défense. Oui. Vous avez bien entendu. La défense de David repose sur l'idée que Celeste était une menace. Pas seulement verbale, physique. Selon les avocats, Celeste aurait déjà été violente par le passé. Elle se serait jetée sur David. Elle l'aurait frappé, elle aurait tenté de le blesser. Et le soir du 23 avril, lorsqu'elle est arrivée à la maison, la situation aurait dégénéré. David, pris de panique, aurait agi pour se protéger. Une version que le juge a d'abord écartée, rappelant que Celeste est la victime et qu'elle ne peut pas être jugée pour ses actes passés. Mais le message est passé, la défense prépare le terrain. Et elle a aussi un autre argument. Un argument qui, lui, est juridiquement solide: l'absence de preuves matérielles. Le chauffeur Uber qui a conduit Celeste, il ne se souvient de rien. Il ne peut pas confirmer l'heure exacte, ni même qu'il l'a bien déposé à cette adresse. Les caméras de vidéosurveillance de la maison, effacées, lorsque la police a tenté de les consulter, des mois plus tard. Le système s'était réinitialisé. Alors, oui,
Les textos et les relevés de téléphone montrent que David était chez lui, mais aucune image ne le montre en train de tuer Celeste, aucune image ne montre Celeste entrant dans cette maison, aucune image ne montre David quittant les lieux. La défense le martèle, il nie. Pas de preuve directe. Le rôle de la famille, c'est qu'il savait. Mais il est un autre élément qui a émergé de cette audience et il est aussi troublant que le reste ce que la famille de Celeste savait, les parents. Jésus et Mercedes étaient présents dans la salle. Ils ont écouté en silence les témoignages, et ils ont appris des choses qui les ont sans doute brisés un peu plus, car les messages entre David et Celeste montrent que la famille était au courant de leurs allées et venues. Les parents savaient que Celeste passait du temps avec David, qu'elle allait au cinéma avec lui, qu'elle partait en virée avec lui, mais savait-il qu'il lui avait fait prendre une pilule du lendemain en janvier 2000 alors qu'elle n'avait que 13 ans? Savait-il qu'il lui écrivait des messages sur le mariage et les enfants? Savait-il que David l'avait encouragé à s'enfuir de chez elle? Non. Ces détails, ils les ont découverts dans cette salle à côté de leur fille morte. Le procureur l'a dit sans détour, peu importe ce que les parents savaient ou ne savaient pas. Peu importe que Celeste ait menti sur son âge. Peu importe qu'elle ait consenti. La loi est claire. Une relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans est un crime. Point. Mais la défense, elle, pose une question gênante si la famille de Celeste avait des doutes. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Le détail qui tue, l'avortement et les rêves de mariage, et puis il y a ces détails glissés en marge du procès, qui vous glacent le sang. Nous avons vu des textos de David à Celeste, elle a 13 ans, il lui parle de jumeaux, il lui dit si tu as tes jumeaux, c'est parfait, on en voulait deux, de toute façon. Il lui parle de mariage, de fonder une famille. Il appelle son opération Nausom, une expression qu'il utilise pour décrire ses plans pour la faire fuguer. Il l'encourage à quitter sa famille, à venir vivre avec lui. Et en janvier 2000, il lui a demandé d'avorter. Elle avait 13 ans. Elle a pris une pilule du lendemain sur ses instructions. Pourquoi ces messages étaient-ce de l'amour, une manipulation ou les deux? La défense n'a pas encore répondu à cette question. Mais elle a déjà prévenu, David était convaincu que Celeste avait 18 ans. Problème, la loi américaine ne reconnaît pas l'erreur sur l'âge comme une défense valable. Surtout quand la victime a moins de 14 ans. Mais la défense persiste. Elle veut planter le doute. Elle veut que le OJ se demande, est-ce qu'un homme qui veut fonder une famille avec une adolescente est vraiment un tueur? Le verdict de l'audience, procès oui, mais à quel prix? Alors, qu'a décidé la juge Charlanono? Après plusieurs jours d'audience, après des heures de délibération, elle a rendu son verdict, il y a suffisamment de preuves. David sera jugé pour meurtre au premier degré avec 3 circonstances aggravantes, le guet-apens, le meurtre pour gain financier et le meurtre d'un témoin. La juge a rappelé que le seuil de preuve pour cette audience était 13. Il s'agit simplement de déterminer s'il y a une cause suffisante pour croire que David est coupable, et elle a estimé que oui, mais elle a aussi, dans sa décision, fait allusion à ce que la défense appelle les trous de l'accusation. Elle a évoqué les doutes sur le chauffeur Uber, sur les caméras effacées, sur la légitime défense. Autrement dit, le procès aura bien lieu, mais il ne sera pas gagné d'avance. Le procureur Neil Rockman, lui, est confiant. Il a annoncé à la presse qu'il avait une fraction seulement des preuves. Le reste sera présenté au procès. Il a promis d'être prêt dans 60 jours si la défense l'exige. Le comportement de David, l'homme sur une autre planète. Il y a un détail que Julia Den, notre reporter, m'a confié et qui m'a marqué. À la fin de l'audience, alors que la juge lisait sa décision, David est resté parfaitement immobile, les bras croisés, le regard fixé droit devant lui, pendant que tout le monde retenait son souffle. Lui semblait ailleurs, sur une autre planète. Le dessinateur judiciaire, qui l'a observé pendant des heures, a murmuré à Julia, on dirait qu'il flotte au-dessus de tout ça. Sourire. Rire avec ses avocats. Geste détendu. David ne semble pas comprendre la gravité de ce qui lui arrive, ou alors, il joue un rôle. Mais la question que tout le monde se pose est celle-ci, est-ce l'attitude d'un innocent qui n'a rien à se reprocher ou d'un manipulateur qui contrôle encore la situation? La suite calendrier. Enjeu et peine de mort. Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 31 août à 8h30. Ce jour-là, David sera officiellement mis en accusation, une audience formelle mais essentielle. Car c'est là que la défense annoncera sa stratégie. La caution a été refusée. David reste en détention. Le procureur a confirmé qu'il réfléchissait à requérir la peine de mort, une décision qui pourrait survenir dans les prochaines semaines après examen des arguments de la défense, si le procès a lieu dans 60 jours comme l'a suggéré l'accusation.
Nous pourrions assister à l'un des plus grands procès criminels de la décennie en Californie. APPEL à l'action. Alors, que retenir de cette audience? Que les preuves sont là, mais qu'elles ne sont pas parfaites, que les doutes sont permis, mais qu'ils ne sont pas suffisants pour arrêter la machine judiciaire. Le procès aura lieu, et il promet d'être aussi captivant qu'effroyable. Une dernière question. Et je vous la pose, selon vous. David est-il un prédateur qui a assassiné une adolescente pour la faire taire? Ou un homme pris au piège d'une relation toxique? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous voulez suivre l'affaire jusqu'au verdict, abonnez-vous, activez la cloche. Et partagez cette vidéo autour de vous. Ces affaires doivent être connues. Moi, JessWeb. Je vous retrouve tous les soirs sur News Nation pour JessWeb Live. Et sur CR, on se donne rendez-vous pour le procès. D'ici là, restez curieux, restez prudents. Et n'oubliez jamais que la justice, aussi imparfaite soit-elle, est notre dernier rempart.